Investir dans l'immobilier pour s'assurer une pension, c'est le choix de beaucoup de Belges et parmi les investissements possibles, il y a les cotes étudiants. On décrypte ensemble aujourd'hui les avantages. Vous écoutez Notaire Éco, une initiative de notaire.be. À mes côtés aujourd'hui, le porte-parole de notaire.be, Sylvain Bavier. Bonjour. Sylvain. Et à mes côtés également, Jean-Pierre et Fabienne. Bonjour. Bonjour. Qui vont nous raconter leur histoire et leur investissement immobilier. Alors, vrai ou faux, investir dans l'immobilier comme complément de sa pension, ça a du sens? Vrai. Pour autant qu'on ne fasse pas que dans ce domaine-là. C'est l'histoire des œufs dans le panier, quoi. Pas On met pas tous les œufs dans le même panier. Oui, il faut, je pense, et ça c'est un autre débat, mais qui est aussi un débat successoral. Je pense qu'on doit équilibrer effectivement son patrimoine entre des briques et des liquidités. Tout simplement parce que aussi dans l'aspect d'une succession, les successeurs, ils vont devoir payer à un moment donné des droits de succession. Et donc, ça veut dire que s'ils doivent vendre l'immeuble, ils sont dans une situation où ils vont peut-être devoir vendre vite ou donc moins bien, avec du stress. Donc, il est important d'équilibrer en soi son patrimoine pour que il y ait le moins de problèmes possible le jour où on n'est plus là. Fabienne et Jean-Pierre, vous avez décidé d'investir dans des cotes étudiants à Bruxelles. Comment vous est venue cette idée? Qu'est-ce qui a motivé votre réflexion? D'abord dans un cote et parce que comme beaucoup de citoyens, on avait mis un peu d'argent de côté et voyant les taux au niveau des banques, on s'est dit que fallait peut-être mieux trouver autre chose plutôt que de perdre de l'argent, et on a regardé différentes possibilités, dont celle d'un achat d'un cote étudiant. Alors pourquoi cote étudiant peut-être? Oui, puisque nous allions donc investir plus dans, entre guillemets, l'immobilier pour diversifier. Et cet investissement-là nous permettait, comme c'était des cotes, c'est une autre société, donc ce n'est pas nous-mêmes qui devions gérer le tout. C'est vrai, le rendement était moins important, mais on n'avait en principe pas de soucis, quoi. C'était là une des raisons pourquoi dans ce type de cote, le montage qu'on a choisi. Vous allez nous raconter votre histoire, mais je vais d'abord me tourner vers Sylvain. Tiens, on a un petit peu d'argent, on a un petit bas de laine. Quels sont les investissements qu'on peut faire en immobilier? J'allais te parler du casino, mais ça ne marche pas, évidemment. Alors on peut évidemment faire beaucoup de choses. On vient de parler de cotes, on vient de parler aussi d'investissement, je dirais, avec une gestion qui est déléguée à quelqu'un d'autre et qui permet, d'avoir l'esprit un peu tranquille, même si le rendement il est moins important. Parce qu'évidemment, quand on investit dans l'immobilier, c'est toujours un peu compliqué. C'est de se dire, on va trouver un locataire, il va y a peut-être avoir un turnover. Si on parle de cotes, évidemment, c'est au moins une fois par an. Et donc, ça veut dire qu'on doit se remettre à chaque fois à faire une publicité, à rechercher, à re-signer des contrats. Et donc ça peut être plus compliqué. Alors, l'autre investissement qu'on connaît pas mal aussi, ce sont les garages, parce que ce sont des investissements où on n'a pas énormément à mettre sur la table dans un premier temps et qui, en général, se louent relativement facilement. Le reste, après, évidemment, on va alors avoir des choses qui sont plus compliqué, des locations d'immeubles où on va devoir alors gérer soi-même les locataires, même s'il existe aussi parfois des formules et des assurances qui permettent d'avoir un petit peu moins de soucis. On va laisser, peut-être à un moment donné, mais on peut avoir aussi des immeubles et donner la gestion, puisqu'on parlait tout à l'heure de déléguer la gestion à ce qu'on appelle une agence immobilière sociale. Et cette agence immobilière sociale, elle va elle-même gérer les loyers, c'est elle qui vous paie, c'est elle qui va à un moment également réparer le cas échéant. Mais la contrepartie de ça, c'est que on a un loyer qui est beaucoup moindre, puisque c'est prévu pour du social. Mais ça peut être une manière aussi d'investir ses biens. Si on a des économies, évidemment, si on fait un crédit pour payer son investissement, il est probable qu'on soit alors en déficit par rapport à ce qu'on paye à la banque. Et de manière générale, est-ce qu'un investissement immobilier, c'est un bon plan pour planifier sa succession? Ça reste un bon plan, puisque d'abord parce que le Belge a une brique dans le ventre et qu'il aime ça, ça c'est la première des choses, mais ça reste un bon plan. Alors évidemment, ça ne va pas vous rapporter la même chose qu'un placement boursier ou le casino, comme je blaguais tout à l'heure en le disant, parce que évidemment, un placement boursier, potentiellement, ça va vous rapporter plus
peut-être du 10 ou du 15%, mais le risque, il est beaucoup plus grand aussi. Dans l'immobilier, vous allez pérenniser votre investissement. D'abord parce que vous avez des briques et que ça vaut quelque chose, et que d'une façon générale, malgré les différentes crises qu'on a pu connaître sur les 20 dernières années, on a vu que l'immobilier a quand même toujours augmenté. Donc c'est un placement que vous avez qui est sûr. Et d'autre part, ce placement va vous rapporter aussi au quotidien, le cas échéant, par les locations que vous allez toucher. Donc, oui, ce n'est pas du tout un mauvais placement d'investir dans l'immobilier. C'est un placement pérenne. L'autre extrême, évidemment, c'est si vous voulez avoir des lingots d'or. Mais là, ce n'est pas du tout le même principe. Et un investissement, ça reste quand même toujours une prise de risque. Comment est-ce qu'on maîtrise ce risque ? On ne maîtrise pas toujours le risque, mais ce qu'il faut, c'est de se dire, d'abord, il faut quantifier son risque. Quantifier son risque, ça veut dire que vous allez, d'une part, avoir peut-être un immeuble que vous allez acheter pas très cher, dans une région un peu moins favorisée, mais où vous allez quand même avoir un loyer qui est relativement élevé proportionnellement au prix de l'immeuble, mais vous risquez peut-être d'avoir des locataires qui sont moins bons. Après, on peut avoir de mauvais locataires partout, ou acheter quelque chose qui est totalement neuf dans des quartiers plus résidentiels, peut-être plus huppés, ça va vous rapporter moins, ça va vous coûter plus. Et donc, il faut voir, c'est un peu comme quand on en parlait tout à l'heure, je disais de la bourse, ça dépend de votre profil, en fait, si vous êtes très défensif ou un peu offensif, si vous avez envie de passer du temps à gérer votre bien, un immeuble de rapport par exemple, ou bien si vous dites non, moi c'est quelque chose qui doit couler tout seul, alors à ce moment-là, on a des types de locations qui peuvent être différents. Fabienne et Jean-Pierre, votre bien présente plusieurs particularités. La première, c'est que vous avez décidé d'acheter sur plan. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à acheter sur plan déjà ? C'est-à-dire qu'on a eu cette proposition, et justement, vous en parliez tout à l'heure, dans une démarche de gestion de notre patrimoine et de notre succession. Et donc, il y avait cette possibilité, puisque ce projet existait déjà pour un immeuble, dans le second immeuble, d'investir pour le même type de bien. Donc, vous avez pu aller visiter déjà un code qui était construit et comme ça, vous saviez... visiter, pas directement puisque c'est à peu près tous les mêmes, mais c'était déjà construit la première phase. C'est-à-dire, le système fonctionnait déjà donc. Donc, ce n'était pas quelque chose qu'on inventait et donc où il fallait un peu voir, est-ce qu'on prend le risque ou on ne prend pas le risque. Ici, il y avait quelque chose donc, qui fonctionnait et c'était tout simplement la seconde phase, quoi. Et donc, voilà, on a estimé que le risque était moindre que si on partait à l'aventure, quoi. Oui, la loi Brain offre certaines particularités quand on achète sur plan. Alors tout à fait, donc on parle d'acheter sur plan. Alors ici, il y avait déjà une phase qui était faite, mais c'est vrai que quand on achète sur plan, la loi qu'on appelle Brain, parce que c'était le nom du député qui l'a fait voter, est une loi protectrice du consommateur, puisque bien entendu, quand vous achetez sur plan, vous achetez du vent d'abord. Et donc, il y a toute une série de démarches qui doivent être faites par le constructeur, le promoteur, l'architecte, des attestations de cautionnement qui doivent avoir lieu pour s'assurer que si l'entrepreneur fait faillite en cours de route, on va pouvoir terminer l'immeuble qui est construit. Toute une série de cadenas en fait qui vont justement aider ou protéger le consommateur final quand il s'agit, et là il faut le souligner, quand il s'agit d'un immeuble qui va être en état d'habitation. Donc si vous achetez un gros œuf fermé, la loi Brain ne s'appliquera pas par contre. Et comment se déroule la réception d'un bien dans ce cas ? Alors la réception du bien, il faut être très attentif, et ça c'est quelque chose, peut-être une sonnette d'alarme, c'est que ne prenez jamais les clés avant d'avoir fait la réception du bien. La réception du bien, c'est 2 phases, la réception provisoire et la réception définitive. La réception provisoire, c'est le moment le plus important, puisque vous allez faire le tour de l'immeuble que vous avez acheté. C'est le moment d'être très attentif, de se faire accompagner par un professionnel, quelqu'un du bâtiment ou un architecte, pour faire le tour, ne pas avoir peur de faire aller l'eau chaude, l'eau froide, la douche, qu'elle ne fuite pas, de vérifier la griffe sur le châssis ou que sais-je, pour donner en fait dans cette réception provisoire toutes les remarques que l'on va avoir. Dans une deuxième phase, on a une réception définitive qui doit avoir lieu au maximum 1 an après la réception provisoire. Donc réception provisoire, on peut prendre les clés, ça va. Sinon, vous les avez pris avant, vous agréez le bien. Si vous l'agréez,
plus de garantie. D'accord ? Donc attention à ça. Dans ce deuxième temps de réception définitive, l'immeuble va un petit peu bouger aussi. Et donc on va se dire, tiens, il y a ça et ça qui est apparu en cours de route parce qu'on habite dedans. Donc on va continuer à faire des remarques pendant cette période-là. Et normalement, bien entendu, avant que la réception définitive n'ait eu lieu, toutes les remarques de la réception provisoire ou celles qui auraient été faites en cours d'année doivent être résolues. Et si on découvre des défauts plus tard, c'est trop tard ? Alors, si on découvre des défauts plus tard, ça peut être éventuellement un vice caché. Un vice caché, normalement, dans l'année, on a dû le voir venir. Après ça, on a éventuellement la garantie décennale qui va jouer. La garantie décennale, c'est quoi ? C'est la garantie sur la structure et sur l'étanchéité de l'immeuble. Et là, elle est valable 10 ans. À nouveau, l'architecte, l'entrepreneur doit aujourd'hui vous délivrer des attestations confirmant qu'ils sont bien assurés pour couvrir cette garantie. Fabienne, Jean-Pierre, vous avez donc acheté un bien et en plus, de manière un peu particulière, donc sous un régime de usufruit et nue propriété. Oui, exactement. Vous pouvez nous expliquer un peu et pourquoi ce choix ? Je vais démarrer, si je me trompe, Jean-Pierre me corrigera. Donc, on a acheté en usufruit et en nue propriété. Ça veut dire, si je simplifie, que nous avons la nue propriété et nous avons, entre guillemets, vendu l'usufruit à une société qui s'occupe de toute la gestion. C'était un des critères pour acheter ce type de bien et qui nous rétrocède à une rente ou un loyer qui n'est pas évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, le loyer que eux perçoivent puisqu'ils ont des frais de gestion. Oui, c'est ça, quoi. En gros, nous, les briques nous appartiennent, mais c'est un autre qui en profite. Et dans le contrat, il y a évidemment, du fait que lui, il en profite, il nous verse une contrepartie, et voilà, mais qui est inférieure, évidemment, à ce que lui facture, je dirais, au locataire, et qui est inférieure à ce que nous pourrions avoir si nous louions directement. Mais cela compense évidemment le fait que nous n'avons en principe aucun problème, tout se règle par ce gestionnaire. Sylvain, quelles sont les implications du coup juridiques et fiscales de ce type de régime ? Les implications juridiques et fiscales, on a un démembrement du droit de propriété, donc ça veut dire que chacun est un peu propriétaire de la chose. Vous êtes propriétaire de la nue propriété, donc au bout du compte de cette propriété qui s'est déshabillée, puisque l'usufruitier, c'est celui qui a l'usage, c'est celui qui a les fruits, et donc c'est celui qui va percevoir en soi les loyers. Donc ici, on a un système d'une certaine façon de rétrocession, de rente qui va être faite. Ça devient très à la mode, notamment effectivement pour des cotes ou aussi des chambres d'hôtel. On a des projets qui existent aujourd'hui par rapport à ça. Il faut être attentif, il faut comprendre le mécanisme. C'est ça qui est évidemment très important pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite ou s'attendre à quelque chose que l'on n'a pas. Et donc ça c'est évidemment important de à nouveau bien se renseigner en amont avec des professionnels et de notaires, mais ça peut aussi être des avocats que vous allez pouvoir voir pour cadenasser d'une certaine façon l'opération. L'opération, ce sont des grands groupes immobiliers en général qui le font, donc on a quelque chose qui en principe tient la route juridiquement parlant, mais bien entendu, pour vous qui êtes des apprentis investisseurs, c'est pas nécessairement quelque chose qui se comprend aisément, et donc il faut avoir les explications avant de se lancer dans l'aventure. C'était d'ailleurs au départ le problème, qu'est-ce qu'on mettait derrière ces termes qui pour certains étaient tout à fait courants. Nous, on en a pas mal découvert finalement, quoi. Et donc il a fallu apprivoiser les termes, quoi. Une fois qu'on les a, ça va, c'est plus clair. Et on parlait de mauvaises surprises. Tiens, il vous est arrivé quand même une petite mésaventure. Vous pouvez nous expliquer un peu ? On va résumer, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, tout ce mécanisme et tout ça a été évidemment signé dans des actes chez notaire, la convention par laquelle celui qui a l'usufruit nous rétrocède, tout ça a été cadenassé. Mais suite à un régime de TVA qui a changé il y a 1 an ou 2,
la personne qui a l'usufruit a décidé de façon unilatérale, puisque son revenu était un peu diminué, de diminuer les rentes et de ne pas les indexer. Et donc voilà où nous en sommes pour l'instant en négociation, puisque pour nous, et on s'est quand même renseigné aussi auprès d'avocats, etc., c'est un changement unilatéral d'une convention. Voilà, donc pour changer une convention, en principe, on doit être deux. Et si les conditions initiales ne sont pas respectées, on peut demander à les faire respecter, sauf évidemment si la convention en elle-même a prévu ce qu'on appellerait des cas de force majeure ou des modifications dans lesquelles les modifications seraient possibles par rapport à cette rente notamment que vous touchez. Mais c'est toute là la question de savoir de définir ce qu'est un cas de force majeure, ce qu'est un événement prévisible ou imprévisible. Et c'est là un peu, pour l'instant, la question du débat. De la négociation, voilà. Et forcément que là, les deux parties ont des avis opposés généralement. Vous savez, c'est comme dans le mariage, quand on aime, on ne compte pas, et puis après, ça devient un prêt. Voilà. C'est ça. En fait, c'est une mésaventure qui maintenant est un peu dans les mains des avocats. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment ? Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'on réinvestirait dans ce genre de biens. On ne sait pas quelle va être l'issue, mais les tracas pour l'instant d'avocats, etc., c'était justement ce dont on ne voulait pas avoir. On s'en serait passé, quoi. Sylvain, je vais revenir un peu sur ce régime de usufruit et nue propriété. Quelles sont les affectations en cas de décès, donc pour la succession? Comment ça se passe dans un régime pareil ? C'est toujours la même chose, puisque l'usufruit, c'est comme si tu avais acheté l'usufruit et moi j'avais acheté la nue propriété. Et donc, toi tu es toujours en vie, tu bénéficies de ton usufruit. Moi je meurs, ce sont mes héritiers qui héritent de ma nue propriété tout simplement. Et tu continueras, le cas échéant, dans le système que l'on a évoqué ici, à payer mes héritiers cette obligation va d'une certaine façon se transmettre à mes successeurs et successibles. Est-ce que tu as un conseil pour nos auditeurs qui voudraient se lancer dans ce type de régime ? Encore une fois, c'est vraiment se renseigner et surtout n'y allez pas si vous avez un doute. Je dirais que à un moment, on doit être rassuré par rapport à ses investissements. C'est un peu la même chose quand vous investissez en banque. On vous dit oui, mais le capital est assuré ou le capital n'est pas assuré. Vous allez peut-être toucher quelque chose, vous allez peut-être pas le toucher. Ici, c'est un petit peu le même principe. On est parti de base sur un investissement complètement sans risque et sans problème. Et puis, on constate, en tout cas dans votre histoire, que vous ne dormez plus tout à fait bien. J'exagère, oui. Bon, ok. Voilà. Mais donc, c'est vrai que c'est important et on doit, je pense que c'est vraiment toujours le même principe, c'est maîtriser en fait le tout. Et les choses qui sont trop belles n'existent pas toujours. Donc voilà. Merci Jean-Pierre et Fabienne. Merci Sylvain d'avoir répondu présent à cet épisode de Notaire Éco. Merci. Et puis je vous invite, vous qui nous avez écoutés, à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne manquer aucun conseil.